Conférence avec Corinne Casio, directrice de recherche au CNRS, et Marina Herry, maître de conférence à l'Université de Montpellier, toutes deux rattachées au laboratoire HSM et à l'OREM, Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement. C'est l'une des rivières les plus polluées au monde. Direction Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. Dans la commune de Saint-Sébastien d'Aigrefeuille coule le Régou, ruisseau observé depuis des années par les scientifiques. On les écoute. On va enchaîner avec Corinne Casio et Marina Herry d'Hydrosciences Montpellier en collaboration avec le CNRS qui nous ont fait un superbe stand sur toutes les recherches qu'elles effectuent. Juste en introduction, je dirais que sur la dépollution, il faut bien être conscient qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique scientifique, et c'est ce point-là qu'elles vont aborder, c'est-à-dire qu'est-ce que la science peut apporter en termes de possibilités pour dépolluer. Mais à côté de cette problématique scientifique, vous imaginez bien qu'il y a une problématique politique et financière qui est un autre problème. C'est-à-dire qu'après, c'est une question de volonté et de finances pour faire les choses. Donc là, ce que vont aborder Corinne et Marina, c'est bien sûr l'aspect scientifique de ces éléments, voir comment la science peut nous apporter des choses. Et pour ce qui est de la partie politique et financière, bah ça, c'est plus à nous, élus, d'aller confronter avec les habitants plein d'énergie les services de l'État, puisque le site a été déclaré orphelin et que donc c'est à l'État de faire le nécessaire. Donc j'en parlerai lors de l'inauguration officielle tout à l'heure, puisque on a un rendez-vous avec le sous-préfet, l'ADEME et tous les services de l'État le 10 octobre, pour justement aborder cette partie politique et financière, mais qui a à voir, mais qui n'est pas la même partie que la partie scientifique dont vont nous parler Corinne et Marina pour Hydrosciences Montpellier. N'oubliez pas que le problème, c'est de gérer un héritage, et que l'héritage, il est ce qu'il est, et c'est pas soi-même qui l'avons fait, mais c'est soi-même qui le trouve confronté à ce problème-là. Et il faut bien faire avec, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et que ça a profité à tout le monde à l'époque. Ah ben bien sûr, c'était absolument. Mais ça, je vous en parlerai cet après-midi pour ceux qui viennent. À 15h30. 14h30, pardon. 14h. C'était pour voir si vous suivez. Comme les chats, hein. Attends, est-ce que tu veux que je redresse avant que tu commences? Je vois qu'il a un peu de guingois. Attends, s'il sent bouger, on peut le... On va essayer de ne pas tout casser, mais normalement... C'est pas un problème, ça. Encore? Ah, c'est parce qu'il a cassé. Voilà. Non, si tu veux le mettre en parallèle, c'est mieux quand... C'est le tablier. Ouais, faut pas venir devant les enceintes. Là, faut pas que tu viennes devant l'enceinte parce que c'est ça qui fait des larcènes. Son micro. L'enceinte, elle est derrière, c'est ça? C'est ça, là. En fait, regarde. Je sais pas s'ils vont t'attendre jusqu'au fond, on va voir. C'est bon. Bonjour à tous, donc Marina Herry et Corinne Casio, on vient du laboratoire Hydrosciences Montpellier. Marina est maître de conférence à l'université, je suis directrice de recherche au CNRS. Et donc on travaille depuis un certain nombre d'années sur le site de Carnoulaise. Donc on va vous présenter avec Angélique Desheures, oui, qui s'occupe des ateliers actuellement. Donc si vous voulez aller voir aussi, elle a des choses à vous montrer. Alors d'abord, pour prendre un petit peu de recul, donc on va vous parler de la problématique de l'après-mine et des travaux qu'on a réalisés, mais pour prendre un petit peu de recul à l'échelle mondiale, en fait, les mines, les pollutions minières, en fait, il n'y a pas qu'ici, en Cévennes qu'on les subit. Donc il y a une étude récente de McLean qui est parue dans la revue Science, c'est une grosse revue scientifique sur l'environnement, l'année dernière, et qui a étudié en fait les problèmes, les pollutions des rivières, des eaux de surface liées à l'activité minière passée et actuelle. Donc là vous avez une carte des mines, des activités minières passées dans le monde et des activités minières, les mines actuelles. Et donc il a fait une estimation des surfaces qui étaient polluées par les métaux. Et donc il a estimé qu'il y avait près de 500 000 km de rivières qui étaient contaminées par les métaux liés à l'activité minière.
et 164 000 km² de plaines inondables. Et en tout, que 23 millions de personnes vivaient dans ces plaines inondables contaminées par les métaux. Donc, alors pourquoi on a ces problèmes de contamination des rivières? À l'origine, si on revient au cycle de la mine, donc, alors l'exploitation minière, qu'elle se fasse en carrière ou à ciel ouvert ou en galerie, donc ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher la roche, on va la broyer finement. On va ensuite effectuer des opérations qui permettent de séparer les produits d'intérêt, donc le plomb, le zinc par exemple comme ici, du reste de la roche. Et donc donc ça peut être un procédé tel que la flotation, et on va générer ainsi donc un concentré, comme ici le concentré de plomb, c'est la mine de Tirza au Maroc, qui est une mine en activité actuellement. Et on va générer aussi un stock de déchets miniers, de résidus de cette flotation. Donc ici, c'est une photo du tas de résidus miniers de Carnoulès tel qu'il était en 1974. Donc à l'époque, il était par couvert. Et le problème, c'est que lors de ce processus de traitement du minerai, on va récupérer au maximum en fait 20% qui est valorisable, donc où on peut récupérer le plomb, le zinc, etc. Et 80% c'est du déchet en fait. Et ce déchet, il a été entreposé souvent à proximité des sites d'extraction. Et donc, en tout, on estime que 15 milliards de tonnes par an de roches sont extraites pour l'exploitation de métaux. Alors le problème, c'est que ces résidus miniers, en fait, dans le cas de Carnoulès ici, ils contiennent des sulfures, la pyrite, le sulfure de fer, qui n'a pas été utilisé. Et c'est ce minéral-là qui va nous poser des problèmes. Et à Carnoulès, la pyrite, elle contient en plus 2 à 4% d'arsenic. Donc on estime qu'il y a 3000 tonnes d'arsenic dans ce dépôt de déchets miniers. Par le passé, il y a eu des événements catastrophiques. En 1976, il y a eu une rupture de la digue à résidus qui a généré une pollution en aval, la pollution du Gardon. Donc bon, ça, c'est des événements exceptionnels. Maintenant, ça a été consolidé, le tas de déchets miniers. Et il y a un phénomène qui intervient et qui va générer une pollution sur le long terme, c'est le phénomène de drainage minier acide. Et c'est lié au fait que cette pyrite contenue dans les déchets miniers, en se solubilisant au contact de l'eau et de l'air, elle va libérer des eaux acides riches en fer et en arsenic, puisqu'il y a de l'arsenic dans la roche. Et donc on estime qu'on a, dans les eaux du Régousse, à la source, on a jusqu'à 100 mg par litre d'arsenic, ce qui est des teneurs extrêmement toxiques pour l'être humain. Et il y a également d'autres métaux, comme le plomb en particulier ou le zinc. Donc, le problème, c'est que ce phénomène, il est durable et il va durer des centaines d'années après la fermeture de la mine. Du coup, quelle solution on a au problème? Donc, alors les solutions, il y en a de deux types. Il y a des traitements de type actif, c'est-à-dire que on va par exemple pour neutraliser les eaux, on va utiliser des matériaux calcaires, de la chaux, des cendres blanches, de la soude. Mais ça, c'est un traitement qui doit durer des siècles. Donc ça va coûter de l'argent, avec un entretien fréquent. Donc c'est des traitements qui ne sont pas envisageables sur des durées aussi longues. Du coup, on a besoin de traitements passifs, c'est-à-dire des traitements qui sont sans apport ou avec un minimum d'apport d'énergie, de réactifs, etc. Ce qui est utilisé très souvent en fait pour le drainage minier acide, c'est des drains calcaires comme ici sur la gauche. Donc on remplit une galerie, on remplit de matériaux calcaires et l'effluent s'écoule par gravité, il est neutralisé, le fer précipite. On fait co-précipiter les autres éléments, l'arsenic. Alors ça, c'est valable pour des effluents pas trop chargés en fer. Alors ça, c'est des traitements passifs physico-chimiques. Il y a également des traitements biologiques. Il y a 20 ans, mon collègue Marc Leblanc, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, avait, dans le cadre d'un projet européen, financé une lagune ici, une lagune pour le traitement biologique du Régousse. Malheureusement, en 2002, il y a eu un épisode séminal très violent qui a emporté en fait ces premiers essais de traitement et qui nous a empêché en fait de déterminer les rendements et de déterminer l'efficacité de ces systèmes.
Donc, pour vous parler des traitements biologiques, je passe le relais à Marine, qui va vous expliquer ça plus en détail. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je suis microbiologiste, donc la partie biologique de cette histoire me concerne plus particulièrement. Alors, quand vous entendez parler de traitement biologique des eaux, peut-être que ça vous évoque le traitement de nos eaux usées. Hein, ça, c'est des choses que l'on sait faire depuis des dizaines d'années. Nos eaux usées conventionnelles qui partent dans des stations d'épuration sont déjà majoritairement traitées par voie biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elles arrivent dans la station d'épuration, alors elles subissent plusieurs étapes de pré-traitement, mais la base vraiment de l'épuration, du nettoyage de nos eaux usées est basée sur l'activité d'organismes vivants, biologiques, ça veut dire basé sur le vivant. Et ces organismes vivants donc, qui vont débarrasser nos eaux usées de la pollution conventionnelle, matière organique, matière azotée, matière phosphatée. Donc ces organismes-là, je ne sais pas si vous savez quelle est la nature de ces organismes? Des bactéries, effectivement, monsieur, vous avez tout à fait raison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pollution conventionnelle, qu'on sait traiter depuis des décennies. Le problème, c'est quand on est face à des pollutions un peu plus exotiques, un peu moins conventionnelles, comme c'est le cas ici à Carnoulès avec le drainage de mine acide. Et le traitement biologique de ces pollutions autres que des eaux usées, donc il y a un terme pour définir ces traitements, on parle de bioremédiation. Donc c'est une remédiation, un traitement par voie toujours biologique. Donc la bioremédiation, c'est l'ensemble des méthodes qui utilisent des organismes vivants pour dépolluer un environnement. Cet environnement, ça peut être une eau, mais ça peut être aussi un sol ou ça peut même être de l'air. Alors ces organismes vivants qui peuvent nous aider à dépolluer l'environnement, quels sont-ils? Eh bien ça peut être des plantes, peut-être vous avez entendu parler de phytoremédiation, peut-être Soulir pourra vous en parler un petit peu. Donc ça c'est la dépollution ou du moins la réhabilitation grâce aux plantes. Mais ce qui est peut-être moins connu du grand public, c'est que cette bioremédiation, elle peut aussi se faire avec d'autres types d'organismes vivants qui sont des micro-organismes, donc des organismes invisibles à l'œil nu. Parmi eux, donc les bactéries qui travaillent déjà dans nos stations d'épuration, mais aussi d'autres types de micro-organismes comme les champignons ou les microalgues. L'avantage de ces approches biologiques par rapport aux approches physico-chimiques plus conventionnelles, c'est tout d'abord qu'elles reviennent moins chères. Faire travailler les micro-organismes, c'est moins coûteux que rajouter des réactifs chimiques, comme évoqué tout à l'heure par Corinne. Puis ça nécessite moins d'entretien, donc généralement, ça a un coût moindre. Bien évidemment, c'est écologique, puisque on n'apporte pas d'éléments, on ne génère pas de pollution secondaire, on laisse faire la nature. L'inconvénient, c'est que on travaille avec du vivant, donc ça a un côté imprévisible. On comprend, les mécanismes mis en jeu sont très très complexes, on ne les maîtrise pas toujours, et puis souvent, c'est des mécanismes aussi qui prennent du temps. Donc ça, c'est les principales limites. Donc si on revient un peu au sujet qui nous intéresse, à savoir les drainages miniers acides, et en l'occurrence le drainage minier acide de Carnoulès, donc pour une approche biologique, quels acteurs biologiques seraient les meilleurs candidats? Eh bien, ce sont, là encore, on retrouve les bactéries. On ne va pas utiliser des plantes pour dépolluer le drainage minier acide, mais bien des bactéries. Alors, si je vous parle, à vous, qui n'êtes pas forcément biologiste, de bactéries, peut-être que votre premier réflexe, votre première pensée, ça va être de vous dire, oulala, les bactéries, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, c'est quelque chose qui peut nous rendre malades, c'est quelque chose qui peut nous donner la gastro, et quelque part, vous n'avez pas tort, c'est vrai qu'il y a ce que j'appelle moi communément des méchantes bactéries qui peuvent nous rendre malades, mais ce que les gens ignorent souvent, c'est que la majorité des bactéries présentes dans l'environnement, parce qu'il y en a absolument partout, des bactéries, eh bien, la très très grande majorité présente dans l'environnement
ne sont pas du tout pathogènes, ne sont pas du tout dangereuses pour l'homme. Bien au contraire, elles sont extrêmement utiles. Alors on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on ne les voit pas, mais elles jouent un rôle, vas-y, merci, elles jouent un rôle absolument prépondérant dans ce qu'on appelle le fonctionnement des écosystèmes. Donc ces écosystèmes terrestres ou aquatiques. Donc tout ce qui est cycle de la matière, l'oxygénation aussi de l'atmosphère. Les premières formes de vie apparues sur Terre il y a 4 milliards d'années, c'était des bactéries. Et c'est grâce à ces bactéries que l'atmosphère a commencé à s'oxygéner grâce à l'activité de certaines bactéries photosynthétiques. Et aujourd'hui, on a encore des bactéries qui jouent un grand rôle à ce niveau-là. Souir pourrait vous parler des bactéries qui sont capables de fixer l'azote et qui du coup aident la plante dans sa croissance grâce à cette capacité de fixer l'azote atmosphérique. Voilà, enfin plein de super capacités qu'ont les bactéries et qui permettent aux écosystèmes de fonctionner. Ces bactéries, je vous ai dit, elles sont extrêmement nombreuses et diversifiées et elles sont partout. Ça veut dire qu'elles ont la capacité de s'adapter à tout type d'environnement, y compris à des conditions de vie que l'on pourrait juger extrêmes. D'ailleurs, en parlant de conditions de vie extrêmes, on revient à notre Régousse, à notre site d'études, et pour vous signaler que parmi les premières études menées à Hydrosciences Montpellier sur le drainage minier-acide de Carnoulès, eh bien, ont été menées dans les années 1990. Et mes collègues, donc Marc Leblanc et Jean-Christian Personnet, à l'époque, ont observé en fait des sédiments qu'ils ont prélevés dans le cours d'eau, dans le lit du Régousse. Et ils ont observé dans ces sédiments, grâce à la microscopie électronique à balayage, des formes que vous voyez ici en bâtonnet, un peu en filamenteuses, qui sont donc des bactéries. Ces bactéries qui vivent dans des encroûtements riches en fer et en arsenic. En fait, vous voyez cette photo, là on parle de... Ça évoque en fait des stromatolites, qui sont donc des formations minérales, des minéraux riches en fer et en arsenic ici, mais mélangés à de la biomasse, mélangés à un biofilm bactérien. En parallèle de la découverte de ces bactéries et de ces minéraux riches en fer et en arsenic dans les sédiments de la rivière, mes collègues ont mis en évidence que la concentration en arsenic dissous dans l'eau du Régousse diminuait entre la source du Régousse et quelques dizaines de mètres en aval de cette source. Donc là, vous avez des analyses réalisées en avril 1995 et en juin 1995. Et dans les deux cas, vous voyez que entre les deux points de prélèvement, entre la source et un petit peu en aval, eh bien, la concentration en arsenic dissous dans l'eau diminue naturellement. Donc ça a été cette découverte-là, à la fois de bactéries et de sédiments riches en fer et en arsenic, et la diminution de la concentration en arsenic dans l'eau, ça a été un petit peu le point de départ des recherches qui ont suivi après, et dont Corinne va vous parler plus en détail. Oui, donc en fait, cette découverte, elle a été à la base de la création de l'Observatoire de Carnoulès en 2005. C'est un observatoire qui a été labellisé par l'OSU-OREM, l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, et qui a financé en fait des suivis systématiques de la physico-chimie des eaux, du Régousse et de la Mousse en 7 stations. Et donc ça s'est passé par des prélèvements réguliers, au début des prélèvements mensuels, puis on a échelonné un petit peu en fonction des questions de recherche qui se sont succédées depuis 20 ans. Vous imaginez quelles questions ont évolué. Donc on a réalisé des prélèvements de l'eau, des analyses physico-chimiques. Et un des premiers points qui a permis de comprendre en fait l'origine de cet abattement de l'arsenic, c'est qu'on a pu faire des analyses qu'on appelle de spéciation, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait dans le Régousse non pas une forme d'arsenic, mais 2 formes de l'arsenic. L'arsénite, c'est l'espèce d'arsenic la plus toxique et la plus mobile, et à la source du Régousse, c'est de l'arsénite qu'on a, mais également une seconde forme, l'arséniate, qui se forme en fait en aval, plus en aval dans le Régousse.
Et donc, à la suite de ça, on a commencé à s'intéresser aux micro-organismes qui colonisent le régousse. Et je te repasse. Oui, du coup, comme on avait fait cette observation qu'il y avait des bactéries dans le lit du régousse, on avait déjà dans l'idée qu'elles jouaient un rôle dans la dynamique de l'arsenic dans le régousse. Donc, en parallèle des analyses chimiques dont vous a parlé Corinne, on a fait aussi des analyses de microbiologie, c'est-à-dire on a regardé les micro-organismes présents dans le régousse. Donc, on a fait des isolements, tu peux enlever, s'il te plaît ? Ouais, merci. Des isolements de bactéries, c'est-à-dire qu'on cultive sur milieu de culture des bactéries qui vivent naturellement dans les eaux du régousse. Et après, ces bactéries qu'on a isolées, on les réinocule dans l'eau du régousse préalablement filtrée pour voir en fait l'action d'une souche bactérienne donnée sur cette eau du régousse. Et on voit là, déjà sur cette série d'expériences avec différents types de bactéries, que la couleur de l'eau est différente. Et en fait, cette couleur de l'eau elle reflète quelque part la chimie de l'eau et sous quelle forme, et le fer, sous quelle forme sont les éléments. Donc on a pu étudier la capacité à modifier le comportement du fer et de l'arsenic de ces bactéries. En parallèle à ces études basées sur la mise en culture des bactéries, on a fait aussi des études basées sur l'ADN des bactéries. Pourquoi ? Parce que on est capable de cultiver sur milieu de culture seulement une infime proportion de l'ensemble des bactéries présentes dans l'environnement. Et du coup, passer par l'extraction de l'ADN et le séquençage de cet ADN est un moyen de s'affranchir de cette étape de mise en culture, et c'est un moyen d'avoir une vision beaucoup plus large de la diversité réelle qui est présente dans un environnement donné. Dans l'eau du régousse, il existe plusieurs centaines de types de bactéries différentes. Et on n'est pas capable de toutes les cultiver. Donc du coup, ces deux approches complémentaires permettent d'avoir une vision plus complète de ce qui se passe dans le régousse. Donc cette combinaison d'analyse chimique et microbiologique nous ont permis de comprendre comment les bactéries, via leur métabolisme, via leur activité, modifier le comportement de l'arsenic. On a mis en évidence plusieurs types de bactéries dans le régousse qui étaient capables d'oxyder le fer. En fait, pourquoi elles oxydent le fer ? Parce qu'elles utilisent le fer comme source d'énergie nécessaire à leur croissance. Et donc, elles puisent l'énergie nécessaire à leur croissance dans la réaction d'oxydation du fer. La conséquence de l'oxydation du fer, c'est que les bactéries transforment le fer qui est présent sous une forme soluble en une forme insoluble. Une fois qu'il est oxydé, le fer, il est insoluble. On a mis aussi en évidence en parallèle des bactéries qui étaient capables cette fois-ci d'oxyder l'arsenic, donc pour la même raison, soit pour trouver de l'énergie pour leur croissance, soit parce que c'était un moyen pour elles de détoxifier l'arsenic. Cette fois-ci, c'est l'arsénite dont vous a parlé Corinne, qui est très toxique et très soluble, qui est oxydé, transformé en une forme moins toxique et moins soluble, l'arséniate. Et la conséquence de ces réactions d'oxydation, de transformation donc de ces éléments, c'est que le fer et l'arsenic vont précipiter dans le lit du régousse, et donc la précipitation de ces formes insolubles de fer et d'arsenic est à l'origine de ces formations que l'on observe dans le régousse, de ces concrétions riches en bactéries et en minéraux de fer et d'arsenic. Donc on parle d'atténuation naturelle de la pollution parce que les éléments toxiques qui étaient présents sous forme soluble dans l'eau, sont éliminés de l'eau et se retrouvent piégés, immobilisés dans le sédiment. Donc ça, c'est juste une illustration en microscopie électronique à balayage de ces formations qu'on observe dans le régousse, où on retrouve donc les bactéries en forme de bâtonnets avec des petites granules là, qui correspondent à des précipités d'arsenic et de fer. Le replay de la conférence s'arrête là pour des raisons techniques. Les habitants de la commune et les scientifiques continuent de chercher des solutions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'OREM, www.orem.org.